Vous avez sans doute remarqué à quel point nous nous sentons physiquement et émotionnellement bien quand notre partenaire valide ce que l'on dit. Cette sensation de chaleur, de sécurité, presque de soulagement qui nous envahit lorsqu'on s'entend dire « Tu as raison, je pense exactement comme toi ». Pour la plupart d'entre nous, l'accord est devenu le synonyme de l'amour. Et nous avons fini par croire que si nous ne sommes pas d'accord, c'est que le lien s'effrite, que l'autre ne nous comprend plus, ou pire, qu'il ne nous respecte plus. Pourtant, je vais vous proposer une lecture radicalement différente. Et si le désaccord, tel que vous le vivez, n'existait pas ? Et si ce que vous appelez conflit n'était en réalité qu'une erreur de lecture, un biais cognitif qui est hérité de notre éducation et de nos conventions culturelles, on va dire, habitudes, routines, traditions. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons d'abord explorer comment le système scolaire a formaté notre cerveau à craindre la différence, à sacraliser le consensus. Nous verrons ensuite, grâce à une métaphore musicale et mathématique, comment nous confondons nos conventions personnelles avec des vérités universelles. Et enfin, je vous démontrerai pourquoi nous nous auto-fourvoyons systématiquement dans nos disputes et surtout, je vous donnerai les clés pour transformer cette différence que vous fuyez bien trop souvent pour en faire un des carburants principaux de votre couple heureux. Je commence avec une question. Pourquoi est-il viscéralement inconfortable de ne pas être d'accord ? Pour le comprendre, il faut regarder où nous avons appris à penser. Dès l'âge de 6 ans, on nous installe dans un cadre où la pensée est binaire. Il y a le vrai et le faux. Parce que l'institution scolaire nous apprend trop peu à réfléchir, elle nous apprend à répondre. On nous donne un manuel, une autorité, l'enseignant, et un objectif, reproduire le modèle. Donc dans ce système, l'accord, le fait d'être d'accord, constitue la monnaie d'échange de la réussite. Si vous êtes d'accord avec le manuel, vous obtenez une bonne note. Si vous validez la vision du professeur, vous recevez une caresse narcissique, vous êtes un bon élève. Ce que l'école installe en nous, en fait, c'est que, je pourrais dire que c'est ce que j'appelle la soumission au consensus. On nous a rarement invités à analyser, à déconstruire ou à proposer une vision alternative. Au contraire, celui qui proposait une autre analyse était souvent celui qui faisait perdre du temps à la classe ou au programme. On a donc confondu l'apprentissage avec l'accumulation de certitudes. Même la théorie de l'évolution est devenue la vérité de l'évolution. Si vous remettez en cause l'évolution, vous êtes un renégat, vous êtes un opposant. Et peut-être aujourd'hui, à une ère post-Covid, on pourrait dire que vous êtes un complotiste. La conséquence de tout ça est dramatique. Nous avons associé le désaccord à l'échec ou à la rébellion. Si je ne pense pas comme l'autorité, je suis en erreur. Si l'autre n'est pas d'accord avec moi, c'est que l'un de nous deux doit être puni ou corrigé. Ce formatage-là, il façonne notre vie de couple des décennies plus tard. Sans nous en rendre compte, nous transformons notre relation, notre salon, notre vie à la cuisine, dans la chambre à coucher, en salle de classe. Et quand notre partenaire exprime une vision différente, notre cerveau archaïque, éduqué à la peur de la mauvaise note, se met à hurler. Alerte! Erreur dans le système, quelqu'un s'oppose à moi, il n'est pas d'accord. Ça veut dire qu'il s'oppose, il est contre moi, il est en mission de destruction, je suis sous menace. Et nous ne voyons pas une opinion différente, nous voyons une menace à notre sécurité intellectuelle peut-être, affective, émotionnelle. Nous n'avons pas appris à habiter le doute ou la multiplicité, mais à défendre une forteresse de certitude. Et c'est là que le piège se referme. Nous exigeons le ralliement de l'autre, non pas par amour, mais par réflexe scolaire sécuritaire. Je pourrais dire pluriséculaire. C'est pas plus tard que ce midi, je discutais avec mon épouse, parce qu'on partageait l'expérience d'être ensemble dans une forme d'enrichissement mutuel, avec une progression, une ouverture d'esprit, qui, nous semble-t-il, se déploie
année après année, mois après mois, semaine après semaine. Donc on était en train de discuter ensemble pour essayer de voir dans notre parcours historique respectif, en plus de notre parcours conjugal, ce qui pouvait expliquer cette aptitude à recevoir des données qui sont étrangères à notre milieu individuel et à ne pas les voir comme des menaces. À se dire, tiens, c'est intéressant, et à adopter plusieurs postures en disant, tiens, je ne voyais pas du tout les choses comme ça, c'est une nouvelle information, neutralité de l'information. Ou, je ne voyais pas du tout les choses comme ça, j'ai le sentiment que ça heurte mes croyances ou mes valeurs. Pourquoi j'ai le sentiment que ça vient heurter quelque chose alors qu'il n'y a pas d'opposition naturelle? On est dans un phénomène, un événement. On a évoqué également une autre posture qui est de percevoir que ça vient heurter nos croyances ou nos valeurs, parfois même activer une blessure, et qu'on se dit, tiens, peut-être que j'ai quelque chose à faire avec ça. Ce n'est pas parce que je ne sais pas quoi faire de ce que j'ai reçu ou de ce que je vis que cette chose-là n'a rien à faire dans ma vie. Peut-être que je ne suis pas encore équipé pour savoir à quoi elle va me servir, mais c'est pas parce que je ne sais pas à quoi une chose va servir qu'elle ne sert à rien. Et la liste s'est poursuivie. J'ai vraiment trouvé très riche cette approche-là. Parce que j'ai été aussi éduqué dans cette approche consistant à voir un avis différent comme un problème. Ma mère me disait, quand je n'étais pas d'accord avec elle, tu n'es pas d'accord avec moi parce que tu n'es pas encore assez grand ou assez mûr. Quand tu seras plus grand, tu comprendras. Sous-entendu, en fait, mon avis est quand même fondé en tant que mère. C'est toi qui ne comprends pas. C'est donc toi qui es à côté de la plaque. Cette difficulté d'accepter, d'intégrer une opinion différente sans la considérer comme une menace, c'est une chose qui est difficile parce que nous ne l'avons pas apprise. On fait quoi? Une année de philo? Combien d'heures de philo? 1 heure par semaine? Peut-être un peu plus en fonction maintenant, je ne sais pas comment le programme a été construit, mais enfin en philosophie on commence à réfléchir, mais on commence à réfléchir quand c'est tard. Pourrait-on me dire, Pascal, mieux vaut tard que jamais? Oui, mieux vaut tard que jamais. Je préférais le plus tôt possible, ce serait bien. Pour sortir de ce réflexe d'opposition, de voir la différence comme une menace, il nous faut comprendre ce que nous appelons la logique ou l'harmonie. Parce que la logique ou l'harmonie relève d'une convention. Et j'ai annoncé tout à l'heure que j'allais prendre une métaphore musicale. On y va. Aujourd'hui, l'harmonie occidentale ne doit rien au hasard. Elle repose sur les travaux de Pythagore qui, en observant les cordes qui vibraient sur un instrument, a découvert des rapports mathématiques. Au fil des siècles, nous avons divisé l'octave en 12 demi-tons égaux. C'est ce qu'on appelle le tempérament égal. C'est une base de calcul magnifique, mais c'est une convention. Ce n'est pas la réalité. C'est un regard sur une réalité. Donc ce n'est pas exclusif. C'est inclusif. Ça veut dire qu'il y a d'autres manières de voir les choses. Cela dit, cette convention s'est installée comme la base quasiment unique d'une musique harmonieuse dans nos esprits d'occidentaux. Parce que la moitié de l'humanité joue sur une autre musique. En Inde, en Turquie, au Vietnam, on utilise des microtons. Ce sont des intervalles que notre oreille occidentale éduquée perçoit comme bizarres. Si un musicien indien joue devant un conservatoire de Paris, quelqu'un pourrait se dire, mais c'est étrange cette musique. Parce qu'il n'a pas les codes. Mais est-ce qu'elle est étrange? Non. Le musicien indien n'est pas en désaccord ou en étrangeté. Il exprime sa liberté dans un cadre différent. Il utilise une gamme dont la subdivision est plus fine ou différente. Il n'est pas contre Pythagore. Il est ailleurs que là où Pythagore s'est orienté. Et dans votre couple, c'est la même chose. Vous jouez en do majeur et votre partenaire joue peut-être dans un mode persan. Si vous essayez de plaquer votre grille de lecture sur sa mélodie, vous n'entendrez que la cacophonie. Le problème n'est pas sa musique, c'est notre capacité à concevoir qu'il existe d'autres systèmes d'appréhender ce que l'on appelle la musique. D'autres systèmes de calcul que le nôtre. Alors,
pourquoi nous nous fourvoyons aussi fréquemment au point de considérer quelque chose qui est différent comme étant un problème? Parce que le cœur du problème, c'est que la plupart de nos conflits conjugaux ne sont pas des désaccords de fond, mais des erreurs de traduction. La personne qui vit une situation, disons mon partenaire, joue sa mélodie dans sa gamme avec ses demi-quarts de ton, peut-être ses huitièmes de ton, ses 16e de ton, chose que je n'ai pas appris à faire ou à entendre ou à apprécier. Je n'ai pas appris à lire l'esthétique dans cette approche musicale. Et du coup, je suis convaincu que l'autre devrait voir les choses comme moi, jouer en ton et demi-ton. Simplement parce que ma vision me paraît légitime. C'est exactement ce qui pose problème dans notre manière de regarder les problèmes. Nous sommes tous victimes de ce que la psychologie sociale nomme le réalisme naïf. C'est la conviction profonde et inconsciente que nous percevons le monde tel qu'il est réellement. Or, nous pensons être objectifs. Et dès que nous pensons ça, on se dit, j'ai raison. Puisque je suis objectif et que tu n'es pas d'accord, alors tu es forcément dans l'erreur, parce qu'on ne peut pas être deux dans l'erreur. Ou tu es de mauvaise foi, ce qui va rajouter parfois une blessure à une blessure. Or, j'ai bien dit que nous nous auto-fourvoyons, parce que nous ne cherchons pas à savoir quelle gamme l'autre utilise. Nous restons à la surface de l'énoncé. Si ma femme me dit « Je trouve que tu passes trop de temps au travail », je peux y voir un désaccord sur mon emploi du temps. Je vais argumenter, sortir mes preuves, mes raisons financières. Je vais essayer de la rallier à ma logique pour qu'elle joue ou qu'elle lise la partition comme je voudrais qu'elle la lise. Faux. Si je creuse à la différence de la première approche, je découvrirais peut-être que dans la gamme de ma femme, dans sa gamme à elle, le temps n'est pas une valeur comptable. Le nombre d'heures travaillées, l'argent adossé au nombre d'heures travaillées que j'ai gagné, mais le temps pour elle est une valeur de sécurité émotionnelle. Par conséquent, quand elle me dit qu'elle trouve que je passe trop de temps au travail, elle ne discute pas de mon travail. Elle exprime un besoin de présence. Nous ne sommes pas en désaccord sur le travail. Nous parlons de langues différentes. Donc le désaccord légitime, au fond, est extrêmement rare. Ce que nous vivons 90% du temps, ce sont des collisions de cadres de référence. Nous voulons que l'autre voie les choses avec nos lunettes, avec notre grille de lecture. Mais si mon partenaire est myope et que moi je suis astigmatique amétrope et que je lui prête mes lunettes, il ne verra rien. Nous pensons qu'il y a conflit alors qu'il n'y a que altérité. Il y a un autre différent. Nous exigeons que l'autre change de gamme pour valider la nôtre, ce qui est une forme de colonisation intellectuelle finalement. Un couple heureux commence là où on accepte que l'autre puisse rester dans son système, dans sa gamme, sans que cela ne menace notre système, notre gamme. Alors comment on sort de ce formatage? Par le haut, évidemment. Parce qu'on peut sortir par le bas, en envoyant tout bouler, on envoie l'autre, on dit c'est son problème, finalement le couple est terminé, mon partenaire est débloqué complètement. Tu sais, il avait un regard sur la relation homme-femme, ou sur la responsabilité, ou sur l'argent, c'était vraiment du n'importe quoi. Et du coup, ça permet de rester dans sa propre gamme, et de se dire j'étais pas avec le bon partenaire, pseudo-fantasme d'incompatibilité, et de chercher un partenaire qui lise la même gamme que nous, enfin qui lise la gamme comme nous. Et c'est pas du travail, ça. Comment travaille-t-on cette posture qui permet de s'enrichir de la différence et d'accepter la différence, pas de la tolérer, de l'accepter? Je vous propose un processus en 3 démonstrations. La première étape, c'est la suspension du verdict. On va entrer dans un diagnostic de la gamme. Suis-moi bien dans cette image. Donc la première étape demande un effort surhumain pour notre ego. Il faut suspendre le jugement. Je vois que vient le jugement chez moi, paf, j'appuie sur stop. Stop, stop, je ne veux pas prendre en compte ce jugement, je le pose de côté. Donc quand la tension monte, alors que je sais que le premier réflexe serait de dire ce que tu dis n'est pas logique, à ce moment-là, je m'arrête. Stop. Et je dis, je ne comprends pas ta musique.
Mais cela ne veut pas dire que tu chantes faux. Tu comprends que tu vas pas dire ça à ton partenaire, c'est une image. Quelque part, je me parle à moi en me disant je ne comprends pas sa musique, mais ça ne veut pas dire que mon partenaire chante faux. Quelle est la gamme de mon partenaire? Et là, je passe en mode enquêteur. Je vais poser des questions qui ne sont pas des pièges, des questions qui vont signaler un dysfonctionnement, mais des ponts qui vont permettre de tisser du lien. Qu'est-ce qui, dans ton histoire, dans ta vision actuelle, rend cette position logique pour toi? En fait, grâce à cette approche, vous n'êtes plus en train de débattre, vous êtes en train d'apprendre une nouvelle manière de parler le même langage. Vous êtes en train de créer un code commun. C'est ce que Carl Rogers appelait la compréhension empathique, qui consiste à entrer dans le monde de l'autre jusqu'à ce qu'on puisse voir ce qu'il voit. On appelle ça vraiment l'empathie. Et tu te souviens que je t'ai parlé tout à l'heure de l'échange que j'ai eu avec ma femme à table ce midi? Eh bien, c'est vraiment ce qu'on a fait, c'est que je suis allé voir, selon son histoire et son point de vue, ce qui, d'après elle, faisait qu'elle était une femme qui était ouverte à la différence et qui n'avait pas tendance à vouloir botter en touche quelque chose qui pouvait éventuellement remettre ses croyances, ses pensées ou ses valeurs en question, et vice-versa. Finalement, avant même que je n'enregistre ce podcast, on était déjà dans la pratique de cette première étape qui est la suspension du verdict. Je vois que je juge, pof, je fais pause et je mets ça de côté pour entrer dans une relation dans laquelle je vais tisser un pont. Deuxième étape, c'est l'acceptation de la coexistence. Cette deuxième étape consiste à abandonner l'idée du ralliement. Je ne veux pas que l'autre soit d'accord avec moi, qu'il soit dans mon camp. À l'école, on nous a appris que 2 résultats différents ne pouvaient pas être vrais simultanément. Dans un couple heureux, c'est pas vrai. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez accepter l'un et l'autre, que votre vérité coexiste en même temps que la vérité de l'autre. Il n'y a pas besoin que l'une des deux s'efface pour que l'autre puisse exister. C'est ce que les physiciens appellent la dualité. La lumière est à la fois une onde et une particule. Elle est la vérité des deux. C'est contradictoire. Et pourtant, c'est vrai. Accepter que le point de vue de l'autre est valide dans son système vous libère vous-même. Il n'y a plus besoin de convaincre. Vous pouvez enfin commencer à coopérer plutôt qu'à convertir. On est dans le même camp, en fait. Dans la même équipe. Et je vais chercher à comprendre la raison pour laquelle tu parles de la lumière comme une onde, alors que moi, j'en parle comme une particule. Troisième étape, qui est la dernière, c'est, on va dire, la fertilisation de nos 2 vérités. Elle est vraiment une étape d'enrichissement. Parce que une fois que j'ai compris la gamme de l'autre, je peux m'en servir. Si ma musique, entre guillemets, est très mathématique et que celle de mon partenaire est très intuitive, sa différence n'est plus une agression, c'est une ressource. L'un des deux peut donc jouer en gamme demi-ton, l'autre en 8e de ton, c'est une différence, c'est une ressource. Je découvre autre chose. Sa vision me permet de voir des angles que je ne pouvais pas voir avant. On pourrait parler d'angle mort, et même d'angle mort de ma propre réalité. Et en s'enrichissant de la différence, on pourrait du coup se dire, grâce à toi, mon monde est plus grand. Sans toi, je serais resté enfermé dans mes 12 demi-tons, par exemple. Avec toi, je découvre les micro-tons de la vie. Et si quelqu'un connaît quelqu'un qui joue du violoncelle, le violon, de la contrebasse, ce praticien sait pertinemment qu'il va chercher les tons et les demi-tons, mais il peut jouer des 8e, des 16e de ton, en plus de quart de ton. Ou même des notes qui seraient encore plus infimes en fonction de l'instrument qu'on pourrait inventer, parce qu'il y a encore possibilité, même sur des instruments qui existent en Orient ou en Asie, de jouer encore plus finement que le 16e de ton. C'est là finalement que le désaccord s'évapore pour laisser place à une symphonie. Complexe, c'est vrai, mais symphonie quand même. Du coup, je peux assister au récital de mon partenaire et ne pas réussir à visualiser une partition, à ne pas en comprendre la structure mathématique,
mais apprécier la musique. Ou bien je peux écouter la musique, accepter la musique, sans avoir à apprécier la musique. Et de ce fait, je peux demander la même chose à mon partenaire. Je ne te demande pas d'apprécier mon avis. Je t'invite à l'entendre, à le recevoir comme une information. Pour conclure, je voudrais vous inviter à une réflexion qui est de regarder votre couple non plus comme un espace où l'on doit être d'accord, mais comme un laboratoire de liberté. Et peut-être que le couple est ce terrain privilégié pour être ce laboratoire de liberté, parce qu'avec un pote, un voisin, un parent, on n'est pas dans cette presque défiance de se dire ok, je vais bosser vraiment sur cette acceptation de la différence quoi qu'il arrive, parce qu'avec un pote, s'il me gonfle, j'ai plus envie de le voir, je cesse de le voir pendant 3 semaines, 1 mois ou 3 mois, ça fait pas de différence. Avec mon partenaire, c'est pas pareil. Le désaccord, je le rappelle, est une illusion d'optique que nous créons pour nous rassurer, pour nous donner l'impression que nous maîtrisons la réalité. Mais la réalité est infiniment plus riche que nos petites gammes bien rangées, bien calculées, arithmétiquement. Logique. Accepter que l'autre pense autrement, c'est pas faire un compromis. Ce n'est pas perdre une bataille. C'est gagner en maturité. Alors travaillez, apprenez à aimer la gamme de l'autre, apprenez à entendre la gamme de l'autre, à ne plus frissonner, à ne plus vous tordre dans tous les sens, à vous dire c'est une réalité qui existe, non pas parce qu'elle est mieux que la vôtre, mais parce qu'elle est sienne. C'est dans cet espace-là de respect profond pour l'altérité que se construit un véritable couple heureux. Alors, n'ayez plus l'envie, le désir, l'aspiration d'être à l'unisson, apprenez à créer l'harmonie. Parce que c'est dans l'harmonie que l'amour se manifeste, vraiment. Dans cette aptitude à gérer les désaccords, à entrer dans une communication positive dans laquelle on n'est plus dans le jugement, dans l'écoute, dans l'accueil. Et à sortir du formatage scolaire, à ouvrir ses pensées, à se muscler sur le plan émotionnel, à entendre la différence comme un point de vue. Alors on s'inscrit vraiment dans le club des couples heureux.